Je remercie mes amis, Hind et Dr Yazidi, pour cette gentille présentation. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vois que je suis invitée à un congrès présidé par une jeune dame maintenant, que je considère comme ma fille et que j'ai vu grandir et que je vois qu'elle atteint l'apogée de sa carrière et qu'elle a de qui hériter. Elle hérite d'une dame que je tiens à féliciter tout particulièrement pour son amour de la profession et surtout son amour du partage. Alors, je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet très fréquent et qui attire beaucoup de convoitises, tant sur le plan médical, tant sur le plan d'attente de résultats et tant sur le plan de critique. Je ne sais pas pourquoi ce médicament qui a beaucoup de bienfaits est autant soumis à critique. Dès qu'on entend Botox, les gens, il y a comme une réaction de rejet de la part de la communauté médicale classique. Alors, l'utilisation du Botox en gynécologie, c'est un sujet frontière, en fait, entre la gynécologie fonctionnelle, esthétique, et la médecine esthétique tout court. C'est un moyen qui a été utilisé dans un but d'embellissement, mais qui a trouvé sa place comme médicament, comme indication thérapeutique dans les méfaits et les méandres de la gynécologie fonctionnelle. Et Dieu sait qu'ils sont grands, et Dieu sait qu'ils sont très mal supportés parce qu'ils surviennent dans une partie très intime de la femme. Pourquoi vous, médecins esthétiques, et pourquoi vous présentez ce sujet? Parce que vous avez une maîtrise de cette molécule, que vous la connaissez mieux que nous, et surtout que vous êtes en contact avec une patientèle qui est très demandeuse de qualité et d'amélioration de la qualité de vie. Alors, son mode d'action classique qu'on connaît tous, que vous connaissez tous, que je ne vais pas détailler, que vous ne connaissez même mieux que moi, c'est que, en fait, c'est un relaxant musculaire. Il paralyse, il fisse le muscle. Et cette paralysie temporaire du muscle, pourquoi elle va entraîner pourquoi elle a un effet antalgique? Parce que vous le savez tous, quand un muscle se contracte, il est traversé par un certain nombre de nerfs et cette compression de ce nerf est à l'origine de la douleur. Donc vous paralysez le muscle, vous relâchez, vous avez le spasme qui disparaît et par le même biais, vous avez la douleur qui disparaît. Mais il y a aussi un autre effet antalgique qui a été découvert, c'est qu'il entraîne un blocage de la substance P. La substance P, c'est quoi? C'est un peptide, et ce peptide agit sur le glutamate, et cette libération, cette action sur ce peptide va entraîner un blocage de la transmission de la douleur au niveau central. Je dois être là pour les dire. Alors, les indications en gynécologie fonctionnelle, ça se résume au niveau de périnée. C'est quoi le périnée? Alors, le périnée, c'est une zone, et cette zone, elle a pour but essentiel de soutenir les organes du petit bassin. Le plancher pelvien, c'est ce qui permet à la femme d'avoir une musculature qui lui permette de soutenir et de maintenir les organes en place. Quels sont ces organes qui sont là? C'est l'utérus, c'est la vessie et c'est le rectum. Alors, comment ce périnée agit? Ce périnée agit en permettant l'activité sexuelle, en
ouvrant et fermant ce vagin. Lorsque vous avez un dysfonctionnement de la compliance et de l'activité musculaire du périnée, eh bien, vous avez forcément un retentissement sur la facilité de ce bassin à s'ouvrir. Et on dit même que la femme devient impénétrable. Lorsque, au contraire, cette musculature est complètement relâchée, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le fameux relâchement vaginal. Ce fameux soutien musculaire, il va aussi maintenir les organes du petit bassin en place. Et donc, quand il perd de son efficience, il va y avoir une descente et une prolabation à travers le canal vaginal de ces fameux organes. Il a aussi un rôle fonctionnel important parce que c'est quoi un sphincter? Un sphincter, c'est un muscle. Et donc, quand ce muscle perd de sa force et de sa capacité à se contracter et à se détendre, eh bien, vous allez avoir forcément un retentissement direct sur la fonction sphinctérienne. Et vous avez deux sphincters qui sont essentiels. C'est le sphincter urétral qui conditionne la capacité de la vessie à bien fonctionner et donc à maîtriser ses urines, la fonction urinaire. Et vous avez aussi quelque chose qui est négligé, qui est le maintien de la fonction de défécation et qui est non moins importante que celle de urinaire. Et vous savez que ce périnée, eh bien, au cours de la vie d'une femme, eh bien, il change. Il change au cours du cycle menstruel, il change au cours de la grossesse, parce qu'il a le poids et la pression abdominale qui augmentent. Il change au cours de l'accouchement. C'est bien ce périnée qui permet à un accouchement de bien ou de mal se faire. Et il change à la ménopause. Pourquoi? Parce que les fibres musculaires se déshabitent en collagène et donc elles perdent de leur élasticité. Et quels sont les muscles qui sont ciblés dans la gynécologie fonctionnelle? Alors, vous avez essentiellement le muscle élévateur de l'anus. Ce muscle, c'est le plus accessible. Vous pouvez facilement le repérer par un toucher vaginal ou un toucher rectal. Quand est-ce qu'on va l'injecter? Quand est-ce qu'il sera cible comme injection de Botox? C'est dans les cas de vaginisme et dans les cas de douleurs pelviennes chroniques. On a le muscle pubo-rectal. Ce muscle est plus profond, il est plus puissant, il est situé en arrière. Il est rarement injecté parce qu'il nécessite un niveau de compétence plus grand et que son injection doit être éco-guidée. Et on a enfin le sphincter urétral externe qui est autour de l'urètre et qui conditionne la continence urinaire, qui nécessite une grande précision qui s'acquiert facilement parce qu'il est accessible et que s'il est mal injecté, on risque de tomber dans l'écueil de la rétention urinaire. Quelles sont les grandes indications fonctionnelles? Alors, vous en avez trois. Vous avez le fameux vaginisme, vous avez ces fameuses douleurs pelviennes chroniques qui sont méconnues et dont on n'arrive pas à avoir l'étiologie, et vous avez ces fameux problèmes de gestion d'urine. Le vaginisme. Alors, le vaginisme, c'est quoi? C'est une contraction involontaire, réflexe des muscles du plancher pelvien, notamment ce fameux muscle élévateur de l'anus, entraînant toute pénétration sans qu'il y ait de cause organique éventuelle. Alors, le vaginisme, il y a différents types de vaginisme qui sont différenciés en fonction du moment d'apparition de ce vaginisme et surtout en fonction de la situation qui l'a généré. Alors, on parle de vaginisme primaire, quand c'est une femme qui n'a jamais eu jusque-là de rapport sexuel. Je dirais que ce vaginisme-là, il est très spécifique de nos sociétés conservatrices. Il est rare et exceptionnel que dans une consultation occidentale, vous ayez ce type de problème. Ce type de problème, il est essentiellement généré par le mode éducationnel. Attention, il ne faut pas toucher, c'est une zone qu'il faut laisser personne vous approcher. C'est ce qui se transmet de grand-mère en petite fille et qui fait que la fille, au lieu de
de visualiser l'acte sexuel comme un moment de plaisir, l'enregistre dans son subconscient et dans son inconscient comme étant un interdit qui risque de lui causer beaucoup de mal. Et ce n'est pas facile de dénouer tous ces tabous. Le vaginisme secondaire, c'est quelque chose qui apparaît après une période de sexualité normale. Et là, soit le plus simple, c'est qu'il y ait un accouchement traumatique, une pathologie génitale qui ait laissé des séquelles, soit encore, là, c'est très souvent d'origine psychologique et il faut savoir qu'est-ce qui l'a déclenché pour pouvoir soulager cette femme. Le vaginisme global, c'est un vaginisme qui est constant et systématique. C'est-à-dire que dès que vous approchez la femme, dès qu'elle se met en position gynécologique, vous ne l'avez pas encore touchée qu'elle a mal. Le vaginisme situationnel, c'est un vaginisme qui apparaît très souvent au cours des rapports sexuels et que votre examen médical se passe bien. C'est assez rare comme situation, mais ça arrive. Et là, on identifie le problème comme étant le partenaire essentiellement et qu'il ne faut pas aller se lancer dans une injection de Botox parce qu'il faudrait plutôt définir le responsable de cette situation. Alors justement, quand est-ce qu'on a recours au Botox? Il ne faut pas croire que le Botox, c'est le remède. Il n'y a pas de remède clé du vaginisme. Le vaginisme est une pathologie dont il est très difficile de se débarrasser. C'est pourquoi je suis très souvent choquée quand j'entends une femme qui vient consulter pour vaginisme et qu'on lui propose l'incision hyménéale. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas chirurgical. Le problème, il est dans la tête. C'est dans l'appréhension même du rapport sexuel. Et là encore, quand vous avez une femme qui consulte pour vaginisme, je vous déconseille fortement de présenter la toxine botuliниque comme étant la solution à vos problèmes. Non, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours une composante de thérapie psychosexuelle qui est la plus importante. On doit toujours commencer par là, pour détruire dans la tête de cette jeune dame tous les tabous qu'elle a enregistrés. Maintenant, une fois que vous avez une thérapie psychosexuelle bien conduite, que vous avez essayé de démystifier ce rapport sexuel, que vous avez essayé de lui montrer que c'est un moment de plaisir et non de contrainte, vous pouvez, et que ce vaginisme persiste parce que la peur est la plus grande, vous pouvez vous aider, je dis bien, vous aider de la toxine botulinique pour avoir un relâchement musculaire qui va permettre, parce que c'est comme si vous paralysiez ces muscles relevateurs de l'anus pour un certain temps, et donc comme ils vont être paralysés, même si elle veut, elle n'aura pas la force musculaire nécessaire pour les contracter. Alors, le protocole d'injection, il est très simple, c'est 50 à 100 unités de toxine botulinique qu'on va répartir. Je vous montrerai les schémas en 4 à 6 points sur la longueur du muscle élévateur de l'anus. L'injection, elle est très souvent dirigée à la main, exceptionnellement éco-guidée. Dans les douleurs pelviennes chroniques, comment ça se passe? Alors, quand on dit douleur pelvienne chronique, là encore, ce qui tue un médicament, c'est sa mauvaise indication. Quand on le prescrit, quand il ne faut pas le prescrire. Là, vous tuez votre réputation parce que ça ne marche pas et vous tuez même le médicament. Pourquoi? Parce que quand une indication nouvelle apparaît, les gens se jettent dessus. Elle vient consulter, on lui dit « moi j'ai la solution, j'ai la toxine botulinique, je vais vous injecter et vous n'allez plus avoir douleur ». Non. Non et non. Il faut avoir les bonnes indications et les bonnes indications au bon moment. C'est comme le disait tout à l'heure professeur Heikel, il faut rester médecin. Ne pas se ruer sur un phénomène de mode qui peut vous insuffler une bonne énergie de départ, mais la chute, elle est d'autant plus grande. Alors, c'est quoi ces douleurs pelviennes chroniques? Elles existent. C'est des femmes généralement qui sont en errance médicale. C'est des femmes qui ont un dossier comme ça, avec un tas d'ordonnances qui contient tout et n'importe quoi. Ça va de l'antifongique à l'antidépresseur, à l'anti-inflammatoire. Tout ce qui est anti, vous l'avez dans ces ordonnances. Et dans des ordonnances recto-verso de préférence. Quand vous avez ce profil, vous vous dites la chose suivante.
Si c'était quelque chose de pathologique, ben cette pathologie, elle aurait fait parler d'elle-même, quelle qu'elle soit. Mais quand même, il faut rester prudent. Il faut rester didactique. C'est-à-dire que vous devez éliminer tout ce qui est organique, tout ce qui est lichen plan, tout ce qui est endométriose profonde, tout ce qui est, attention, il y a même des phénomènes de dysplasie qui peuvent être là-dessous, en entraînant un cartonnement de la peau. Il ne faut pas se précipiter sur l'inexpliqué. L'inexpliqué, il doit bien être inexpliqué. C'est-à-dire que vous avez tout fait pour éliminer quelque chose, vous avez une démarche thérapeutique bien conduite, quand vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, on peut parler d'inexpliqué. Et là, le Botox peut être une arme thérapeutique assez séduisante. Comment elle agit? Elle relâche le muscle contracté, parce que je vous l'ai dit, le muscle se contracte, il emprisonne les fibres nerveuses qui le traversent et ça génère une douleur. Et aussi, il va modifier la transmission de la douleur au niveau central via la substance P et le glutamate. Le relâchement et le soulagement est progressif, il est assez rapide, vous voyez des résultats dans les 5 à 10 jours qui suivent votre injection de Botox et le pic d'efficacité se situe entre 4 à 6 semaines. Alors, professeur Belrisi, il vous reste 10 minutes. 10 minutes. Oui. Moi, je vais aller un peu plus vite. Oui. Vous avez, là, je vais prendre mon temps. L'incontinence urinaire. Alors, l'incontinence urinaire, il faut bien cerner le problème. Quand vous injectez un Botox pour une femme qui est incontinente, il faut bien vérifier qu'il ne s'agit pas d'une incontinence urinaire due à un diabète. Il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une incontinence urinaire due à une simple infection urinaire. Vous aurez l'air à peine ridicule. Vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une incontinence urinaire liée à un relâchement vaginal ou bien à un prolapsus. Ça ne va pas marcher. Ça marche dans l'incontinence urinaire due à une hyperactivité vésicale idiopathique. D'accord? Alors, et généralement, comment ça vient après avoir utilisé les thérapeutiques classiques que sont les anticholinergiques et les patientes qui refusent d'avoir recours à la chirurgie. Comment on l'injecte? On l'injecte soit très facilement sur le pourtour du sphincter urétral, soit dans la paroi vésicale sous cystoscopie. Alors, je vais vous détailler le choix du produit, le repérage anatomique, les protocoles et les gestions de la douleur. Alors, on a essentiellement 3 types de produits. Vous les connaissez mieux que moi. Et le choix se fait en fonction de la diffusion au nom du produit. Alors, l'installation de la patiente se fait en position gynécologique, jambes écartées. L'anesthésie, vous pouvez avoir recours à de l'anesthésie locale. Et pour repérer vos muscles, vous vous aidez de votre toucher, de votre doigt, de votre index, et vous lui demandez de contracter le muscle et vous le sentez se tendre sous vos doigts. Alors, en cas de vaginisme, je vous l'ai dit, on repère le muscle releveur de l'anus après l'introduction du doigt et vous sentez un arc tendineux qui se crée sous vos doigts. Vous allez tout au long de la longueur de ce muscle injecter 4 à 6 points, 2 de chaque côté, et vous allez sur une profondeur de la muqueuse vaginale de 1 à 1,5 cm. Dans les douleurs chroniques, vous allez aussi, mais plus en profondeur, dans les 2 faisceaux d'élévateur de l'anus, en s'orientant vers le muscle obturateur interne, et vous essayez de rentrer bien dans le muscle. Dans l'incontinence urinaire, je vous l'ai dit, c'est soit par voie cystoscopique, soit par voie para-urétrale. Il faut toujours vérifier qu'il y a une absence d'infection urinaire en cause, même en l'absence de toute symptomatologie. Alors, le contrôle de la douleur, comment gérer la douleur provoquée même par l'injection, eh bien, elle se gère très facilement en parlant beaucoup à la patiente. Et on peut avoir recours à de la lidocaïne de manière topique. Quels sont les effets secondaires possibles? C'est des douleurs au point d'injection, rétention urinaire en cas
d'injection au niveau du détrisor ou para-urétral. Le risque d'infection devrait être inexistant si on a observé des règles d'asepsie creuse. On peut avoir des faiblesses musculaires excessives et donc c'est une question de dosage. L'effet maximal est entre 4 à 6 semaines et on peut éventuellement réinjecter dans les 4 à 6 mois qui suivent. Les cas cliniques, alors un vaginisme sévère, c'est une jeune patiente, c'est une jeune femme qui n'arrive pas à avoir de résultats. Après 2 ans d'errance médicale, vous lui injectez son muscle élévateur de l'anus sous contrôle digital. Vous lui autorisez les rapports sexuels. Généralement, elle peut commencer des rapports de manière progressive dans les 10 jours qui suivent votre première injection de Botox. Cette dame, à J15, a pu avoir son première pénétration sans douleur. À 1 mois, elle reprenait des rapports quasi normaux. Il faut entretenir tout ça avec un suivi sexologique jusqu'à inhiber les démons de ce qu'elle avait dans sa tête. Et il faut savoir que très souvent, dans le cas de vaginisme, on ne devrait pas avoir à réinjecter la dame. Dans les cas de douleurs pelviennes chroniques, vous avez une diminution notable de la douleur dès la 3e semaine. Elle reprend une activité quasi normale d'une vie normale à 2 mois. On peut là, parce que c'est une douleur pelvienne chronique, être amené à faire une réinjection, mais il faut observer un intervalle libre de 6 mois. Alors, dans l'incontinence urinaire d'urgence, c'est généralement d'une femme autour de la cinquantaine, qui sont gênés par des urgences mictionnelles avec fuite qui les empêchent même d'avoir une qualité de vie relationnelle normale. C'est-à-dire, si c'est une femme qui a une activité professionnelle, elle est très souvent handicapée parce que les toilettes ne doivent pas être loin, elle doit quitter les réunions. Si elle donne cours, elle doit s'arrêter de parler. Et tout ça, au quotidien, elle est très souvent réveillée la nuit. Et tout ça, eh bien, ça pourrit la vie d'une femme. Je vous ai fait le schéma de l'exception d'une injection au niveau du détrisor. Elle se fait par le cystoscope au travers de la paroi de la vessie. Alors, comment anticiper et prévenir les effets secondaires? Tout ce qu'on peut avoir quand on injecte les révélateurs de l'anus, c'est des douleurs, une gêne à la défécation, une fatigue musculaire. L'explication préalable avec une bonne répartition des doses permet d'éviter cet aléa. Au niveau du sphincter urétral, il faut être le plus précis possible et utiliser le produit le moins diffusant possible. Alors, le consentement, j'insiste bien que le consentement ne se limite pas à une simple signature. Vous savez que vous, médecins esthétiques, vous n'avez pas d'obligation, vous avez une obligation de résultat et pas de moyens. Et c'est un produit qui n'a pas l'AMM. Donc, vous devez avoir une fiche de consentement éclairée avec toutes les explications nécessaires et ne pas avoir le consentement le jour même de l'injection. Il doit précéder au moins de 15 jours. Alors, la toxine botulique ne se contente plus de lisser la peau. Elle commence à avoir de plus en plus d'indications. C'est un outil puissant, mais c'est un acte médical. Bien fait, il soulage. Mal fait, il déçoit. L'information claire, le bon geste et le suivi font toute la différence. Alors, j'ai encore 2 minutes pour faire des quiz? Oui, vous avez 4 minutes. Ah ben, très bien. Quel est le principal muscle qu'on cible dans le traitement du vaginisme? Je vais voir si vous avez suivi. Voilà, parfait. C'est le muscle élévateur de l'anus parce qu'il élimine les spasmes et réflexes dans le vaginisme. À quel jour commence l'effet clinique de la toxine botulique après injection? C'est très bien. Quel effet secondaire justifie une surveillance après une injection intra-détrusorienne? La réponse c'est très bien. Donc je vois que mon topo a été clair. Quelle toxine botulique est la plus diffusante? Dysport. Ah là, vous devriez répondre mieux que moi. Dysport. Dysport, très bien. Donc on devrait l'éviter dans le détrusor et dans les sphincters paranal. Quel usage de la toxine botulique est considéré comme off-label?
dans le détrusor, dans le vaginisme, traitement de la spécificité chez l'adulte ou traitement de la blépharospasme. Vaginisme. Alors, quelle affirmation est correcte? L'affirmation qui vous paraît correcte dans ces quatre? Effectivement. La toxine botulinique agit et a un effet antalgique par son effet mieux relaxant et en bloquant la substance P et le glutamate, comme je vous l'ai dit. Et je vous remercie. Merci, professeur Belrissi, pour ce topo très riche.